Bon, eh bien, bonsoir et merci d'être là. Donc là, je propose ce soir une conférence qui va évoquer deux artistes majeurs de la fin du XXe siècle, enfin deuxième partie du XXe siècle. D'une part, un sculpteur allemand, Joseph Beuys, et un peintre polonais, Roman Opalka. Il y a un sous-titre, Engagement de l'art, art de l'engagement. J'avais envie effectivement de faire quelque chose autour de la question de l'engagement, non pas penser comme un art engagé, mais plutôt l'engagement de l'art ou l'engagement dans l'art, c'est-à-dire quelque chose qui, finalement, est une relation, je dirais, à la fois éthique, esthétique et qui peut aller jusqu'au politique, dans précisément le lien qui s'instaure entre l'art et la vie. Et de ce point de vue-là, Beuys et Opalka me paraissent particulièrement exemplaires, non pas parce qu'ils sont des artistes majeurs de la seconde partie du XXe siècle, mais parce que chacun, dans sa pratique, s'est inscrit dans quelque chose qui pose très précisément cette question du lien entre l'art et la vie. Un art au service de la vie, chez Beuys, une vie qu'on peut considérer comme œuvre d'art, chez Opalka. Ces questions en même temps ne sont pas nouvelles. J'avais justement, il y a un peu plus d'un an, fait une conférence où j'évoquais les origines romantiques de l'art contemporain et précisément, en fait, à l'origine de tout ça, on trouvait cette question posée par les romantiques allemands fin XVIIIe, début XIXe siècle, qui portait justement sur ce passage à un art engagé dans un sens, mais engagé dans le sens où il permettait de développer quelque chose que Schiller avait nommé l'éducation esthétique de l'homme, c'est-à-dire effectivement une façon de faire art qui donnait à l'art une capacité, un pouvoir d'émancipation ou une fonction d'émancipation, et non pas simplement quelque chose qui aurait relevé en fait d'une pratique qui se serait contentée d'être dans une sphère particulière, la sphère de l'art, posée comme sphère autonome par rapport à l'ensemble des activités anthropologiques. Donc là, on est bien dans cette question de l'art et de la vie, avec Beuys qui, on peut dire, est d'une certaine manière peut-être l'héritier direct du romantisme allemand, l'héritier direct justement de ces lettres sur l'éducation esthétique de l'homme de Schiller, avec une forme d'engagement qui va le conduire depuis l'idée, le concept quelque part de la sculpture vivante, à la sculpture sociale, une sculpture sociale qui va reposer sur un principe qu'il va développer, qu'il va d'ailleurs donner comme étant, en fin de compte, sa contribution essentielle à l'histoire de l'art, à savoir, chaque homme, tout homme, est un artiste. On verra en fait ce que ça veut dire très précisément dans la pensée de Beuys. Opalka, lui, serait plus, en un sens, héritier des avant-gardes formalistes du début du XXe siècle. En gros, la période, on pourrait dire 1910, 1920-25 à peu près, hein, ce qui a vu effectivement se former les premières formes d'abstraction géométrique. On peut penser à Malevich, on peut penser au monochrome, avec justement cette conception d'un lien entre la vie et l'art, mais qui repose sur le principe d'une vie orientée vers l'art ou déterminée par l'art. Donc on aurait d'un côté Beuys, artiste prolifique, artiste qu'on peut présenter comme une espèce d'acteur ou d'opérateur social qui va justement effectivement user de son art pour développer en fait une forme particulière d'engagement. Et de l'autre côté, Opalka, qu'on pourrait presque présenter comme une espèce de, j'aurais presque envie de dire d'officiant, engagé justement dans une sorte de vie au service de l'art, ou plus exactement d'un art, d'une œuvre, une seule œuvre, qu'il va mener de 1965, début justement de ce qu'il va appeler à la fois son eureka, donc sa découverte, et en même temps son suicide artistique, jusqu'à sa mort en 2011.
Donc j'ai tout d'abord évoqué Beuys en donnant quelques éléments de sa vie et en axant finalement la problématique essentiellement sur trois œuvres assez fondamentales qui sont assez significatives finalement du travail de Beuys. Comme je disais, Beuys posait pour principe que chaque homme est un artiste. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il s'agissait pour lui de dire que la créativité est en chacun et que justement le rôle de l'art est de faire peut-être émerger cette créativité de chacun. Et pour la faire émerger, en fait, tout acte, toute action, toute pratique, toute activité peut être prise et peut être conçue comme œuvre d'art. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la logique d'un courant, on va dire néo-avant-gardiste, c'est-à-dire qui reprend les principes de l'avant-garde du début du XXe siècle, qui est le mouvement Fluxus, un mouvement qui est né aux États-Unis, qui avait regroupé un certain nombre d'artistes et aussi de théoriciens, mouvement qui s'est surtout caractérisé par une chose. L'essentiel pour ces artistes était de mener ce qu'ils appelaient des actions ou des happenings, c'est-à-dire que finalement, l'acte artistique, le processus, la pratique, était plus importante que l'œuvre. Donc on est dans quelque chose qui remet en question justement cette notion de l'œuvre d'art et quelque chose qui va justement conduire à privilégier le processus sur l'œuvre achevée. C'est quelque chose d'ailleurs qui ne concerne pas que Beuys, c'est en fait un processus qu'on peut retrouver dans une part très importante de l'art contemporain. Dans cette logique de Fluxus, Beuys va justement passer progressivement d'un travail de sculpteur en un sens relativement classique, même si les formes qu'il prend sont peu conventionnelles, et surtout les matériaux qu'il utilise sont peu conventionnels. Il va progressivement donc passer, justement, d'un travail qui consistait à faire encore des objets qu'on peut nommer sculptures, à quelque chose qui va le conduire à l'installation et à des actions, à des performances. C'est d'ailleurs par les performances essentiellement qu'il a été connu. Alors là, on a une première œuvre de Beuys qui date de 1964, qui s'intitule Chaise de Grèce. C'est la première sculpture vivante de Beuys. Pourquoi sculpture vivante? Précisément à cause de cette masse de graisse posée sur la chaise, masse qui, contrairement en fait aux matériaux traditionnels de la sculpture, est appelée à se modifier, à évoluer, puisqu'il suffit que la température monte un peu, la graisse peut se liquéfier, peut même, dans le cas d'un excès de température, se mettre à fondre. Une œuvre donc à la fois qui utilise des moyens extrêmement simples, une chaise tout à fait ordinaire, tout à fait banale, un tas de graisse placé dessus, sculpture en même temps qui dégage quelque chose d'assez dramatique, parce que cette matière informe, sensible à la chaleur, cette matière vivante quelque part, n'est pas sans nous rappeler quelque chose de l'humain, mais un humain qui serait d'une certaine manière une sorte d'être un peu informe, chaotique, susceptible en fait de disparaître, de fondre, pour peu que la température s'élève, et en même temps, à travers cette potentialité de l'énergie, nous dit Beuys, il y a une valeur créatrice possible, quelque chose qui peut être justement la condition même de la transformation de cet état initial. Alors, pourquoi cette graisse? C'est vrai que Beuys utilise des matériaux peu conventionnels, il y a une espèce de langage plastique constitué par quelques éléments, à savoir la graisse, le feutre, le miel et le cuivre. Alors c'est à la fois des matériaux qui vont l'intéresser pour des raisons esthétiques, plastiques quelque part, la graisse en particulier, qui a une grande plasticité, donc qui est par excellence, on pourrait dire, le matériau à sculpter, mais c'est aussi quelque chose qui se fonde sur un ensemble de raisons. D'un côté, l'histoire personnelle de Beuys, d'un autre côté aussi, une sorte de rapport à ce qu'on pourrait appeler une mythologie fondatrice,
et quelque chose qui, en même temps, renvoie peut-être à certaines valeurs, certaines représentations symboliques, certains archétypes. J'évoquais une histoire personnelle combinée à une mythologie fondatrice. Boyce a très souvent repris, et on ne sait pas très bien si c'est une réalité ou si c'est une histoire qu'il a inventée, mais au fond peu importe, sur un accident, enfin du moins un événement qui lui est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, Boyce était allemand, il était engagé dans l'aviation allemande, dans la Luftwaffe, il était sur le front de Crimée, et un jour, en 1943, son avion est abattu. L'avion est abattu, Boyce, l'avion commence à descendre, va s'écraser. Boyce est éjecté de l'avion. Il tombe, il se retrouve avec les os brisés, enfin des fractures multiples. Il est recueilli par des nomades, en fait, une tribu tatar qui passait par là, et qui vont l'emmener sous leur tente, vont l'enduire de graisse et l'entourer de couvertures de feutre. Il va être dans une espèce d'état, plus ou moins une espèce de coma, pendant quelque temps, jusqu'au moment où il est récupéré par la Croix-Rouge, emmené dans un hôpital et finalement sauvé. Et Boyce présente cette histoire comme l'élément fondateur qui va le conduire après la guerre à entreprendre des études de sculpture et à se mettre à la sculpture, à commencer justement ce travail de sculpteur qu'il va mener jusqu'à sa mort en 1986. Et dans la sculpture, il va justement reprendre le feutre, la graisse, donc ces éléments qui, quelque part, ont été ces matériaux qui lui ont sauvé la vie en 1943. Il va y adjoindre, donc là plutôt pour des raisons symboliques, d'une part le miel qui est à la fois considéré comme l'aliment, quelque chose qui est de l'ordre du passage du végétal à l'animal, un aliment aussi qui justement se conserve, donc qui d'une certaine manière est symbole de vie, et le cuivre qui est finalement l'opposé au feutre. Autant le feutre est un matériau isolant, autant le cuivre est par contre un matériau conducteur. Et c'est donc tout ce jeu, finalement, d'une sorte de langage symbolique qui va se constituer entre l'histoire personnelle et une certaine symbolique universelle, qui vont donc être les éléments à partir desquels Boyce va entreprendre son aventure de sculpteur et son aventure d'artiste, un artiste donc qui va progressivement, comme je le disais, passer d'une forme finalement d'une pratique relativement traditionnelle de la sculpture à une sorte d'engagement dans un travail qui de plus en plus va passer d'ailleurs d'une implication dans la vie à quelque chose qui va relever d'une logique qui va être celle d'une certaine implication sociale. On va justement s'attarder un peu sur une installation, performance de Boyce qu'il avait réalisée en 1977 à Kassel, donc à la Documenta de Kassel. La Documenta, c'est en fait une des grandes manifestations internationales de l'art contemporain. En 1977 à Kassel, Boyce installe donc dans le lieu de la Documenta une sorte de grande sculpture, de grande installation qui prenait sur tous les niveaux en fait de la Kunsthalle de Kassel. On est là au niveau inférieur. Il y a donc des moteurs, des pompes, l'une qui est reliée à des tuyaux, et dans ces tuyaux passe du miel. Les tuyaux vont être répartis dans la totalité du lieu, au point d'aller même jusque sur la toiture. Et donc le miel va s'écouler dans tout l'espace de l'exposition pendant tout le temps de la Documenta, c'est-à-dire pendant 3 mois, pendant 100 jours très précisément. En même temps, une seconde pompe qui projette sur la première de la graisse. Et parallèlement, au niveau supérieur,
pendant 100 jours, Beuys va tenir conférence sur conférence, colloques, discussions. Il transforme le lieu d'exposition en un lieu de débat, en même temps que le miel, donc cet élément vivant, circule à travers l'espace. Et alors on est dans quelque chose qui est donc comme une espèce d'assemblée générale permanente, hein, avec beaucoup de discussions, beaucoup de choses qui finalement vont relever, hein, de formes de discours contestataires. Beuys, par ailleurs, à l'époque, est engagé dans une lutte contre l'université, enfin contre l'école des beaux-arts, tout simplement parce qu'il avait refusé de suivre les règles qui étaient celles de l'école, à savoir il refusait la sélection des étudiants et dans son atelier, il accueillait jusqu'à plus de 100 étudiants, ce qui lui avait valu d'être exclu de l'école, et il était pour le coup engagé dans une espèce de combat juridique avec les autorités, combat qu'il va gagner d'ailleurs au bout de 5 ou 6 ans. Et donc on a à la fois cette action dans la Kunsthalle, et en même temps derrière donc ce combat, ces revendications, cette façon de vouloir remettre en cause justement les normes, les règles qui sont celles des écoles de beaux-arts, mais derrière aussi qui sont celles finalement de la hiérarchie, qui sont celles en fait du système, je dirais, de la société telle qu'elle fonctionne, avec ses principes de sélection, avec ses principes d'exclusion. Beuys d'ailleurs à cette occasion va créer ce qu'il va appeler l'Université libre internationale, qui se veut avant tout une sorte de formation organique. C'est là où il va pour la première fois utiliser le terme de sculpture sociale, une formation organique qu'il dénomme comme étant du dedans et du dehors, et qui justement va être une sorte comme ça de prise de parole permanente, une sorte de contestation permanente à travers laquelle va se révéler les capacités ou les facultés créatrices ou créatives de chacun, chacun justement possédant des facultés qui peuvent finalement s'exprimer à travers des activités, quel soit le discours, quelle soit la contestation, quelle soit la conception ou la réalisation d'une œuvre dite œuvre d'art, ou qu'elle soit aussi un acte tout à fait ordinaire de la vie quotidienne. Et donc cette sculpture sociale, c'est une sorte de projet global, on pourrait dire, à travers lequel justement est pensée l'intégration de l'art dans les domaines de la vie et de la création. Et cette intégration, Beuys la vit comme une façon finalement d'opérer par les pratiques artistiques qui sont les siennes, quelque chose qui serait de l'ordre d'une catharsis, de l'ordre d'une thérapie, une façon en cherchant à mettre finalement de l'art dans toutes choses, y compris les plus petites choses, y compris les détails les plus élémentaires de la vie ordinaire, de conduire finalement à une sorte de position critique ou de conscience possible qui pourrait être effectivement partagée et pratiquée par tous. Alors on peut évidemment le penser comme une sorte d'utopie, comme quelque chose qui pourrait être le rêve plutôt que la révélation d'un artiste. En même temps, quand on regarde tout le parcours, on se rend compte que très souvent, justement, Beuys a eu, à travers ça, une espèce d'efficacité qui a notamment beaucoup conditionné les artistes, en particulier d'ailleurs ces étudiants dont un certain nombre sont devenus par la suite des artistes de renommée internationale, et d'une certaine manière, il a quand même, de façon assez significative, infléchi quelque chose quant au cours et quant à la conception même d'une certaine fonction ou d'une certaine orientation de l'art contemporain. De ce point de vue-là, donc, je pense qu'on peut, au-delà de l'utopie, se dire qu'il touche à quelque chose qui a un signifié et qui est un imaginaire collectif qui continue finalement d'opérer aujourd'hui, non pas dans la totalité de l'art contemporain, bien évidemment, mais du moins dans certains mouvements, certaines tendances, à travers lesquelles finalement se trouve reposée cette question de l'engagement, non pas sous la forme qu'on entend plus souvent en fait d'un art engagé politiquement, d'un art politique, d'un art qui serait là pour simplement traduire ou transcrire quelque chose qui serait de l'ordre
d'un discours politique relevant finalement d'une logique de pouvoir, mais plutôt en fait quelque chose qui s'inscrit de manière interstitielle dans la vie, dans la pensée, dans la conscience, et qui participe peut-être d'une certaine élévation, même si elle est modeste, d'une certaine élévation de l'humain. Je voudrais maintenant évoquer une deuxième performance de Beuys qui s'était tenue 3 ans avant l'installation performance précédente, là, la pompe à miel sur le lieu de travail. Il s'agit ici d'une performance que Beuys avait réalisée donc en 1974 à la galerie René Bloch à New York. Performance qui s'intitule I Like America and America Likes Me. J'aime l'Amérique et l'Amérique m'aime. La performance a duré 3 jours. Beuys est arrivé d'Allemagne à New York en avion. À son arrivée à l'aéroport de New York, il est pris en charge par des ambulanciers qui le mettent sur une civière, qui l'entourent de feutres, qui le déposent dans l'ambulance. L'ambulance va jusqu'à la galerie. Il est transporté dans la galerie, et dans la galerie, la pièce centrale de la galerie est une immense cage dans laquelle il y a un coyote sauvage qui a été capturé quelques jours auparavant et qui a été placé dans cette cage. Enfin, cette cage qui est quand même aux dimensions de la pièce. Beuys va rentrer dans la cage et 3 jours durant vivre avec le coyote. Alors, au départ, bon là, on voit Beuys qui est ici couvert de feutre. Il a une canne. Il a du feutre parce qu'il faut qu'il se protège. Le coyote est sauvage et dans un premier temps d'ailleurs, le contact... Ah, j'ai oublié le... Tant pis. Je voulais mettre une autre photo que j'ai oubliée. En fait, on voit le coyote en train d'attaquer Beuys, d'essayer de déchirer le feutre, etc. Il va y avoir donc tout un temps comme ça, au départ de conflit, puis progressivement d'adaptation, et finalement de communication entre l'homme et l'animal, qui finissent d'ailleurs un petit peu par se ressembler au bout des 3 jours. Quelle est la signification de cette performance? Elle n'est pas gratuite, parce que rien n'est jamais gratuit chez Beuys. Beuys n'a pas choisi de venir à New York dans les conditions dans lesquelles il est venu par hasard, de même qu'il n'a pas, par hasard, choisi dans cette performance d'entrer en communication avec un coyote. Le coyote, c'était un animal sacré pour les Indiens, et donc il incarne quelque part pour Beuys, justement, l'esprit des populations indiennes qui ont été exterminées par les Blancs, qui ont conquis l'Amérique. D'ailleurs, parallèlement à cette performance, Beuys, pendant 6 mois, va communiquer avec un criminel, donc quelqu'un qui était condamné à la prison à perpétuité dans une prison d'Écosse. Ce criminel représentait justement pour lui, symboliquement, les Occidentaux, les Européens, les Anglo-Saxons, qui ont justement envahi l'Amérique, colonisé l'Amérique et exterminé les Indiens. Et à travers tout ça, donc, il y a Beuys qui se présente comme une sorte d'intermédiaire, qui fait justement la médiation entre, on va dire, cette population qui est quelque part porteuse de ce fardeau, de ce poids, qu'a pu être le génocide des Indiens, et l'animal, le coyote, qui finalement, en fait, les représente en mémoire et en esprit. Alors là, on est évidemment face à quelque chose qui, s'il n'est pas décrypté, peut paraître tout à fait incompréhensible. Mais en même temps, c'est vrai que très souvent, l'art n'est pas quelque chose qui va d'emblée se donner à lire ou se donner à interpréter de façon simple ou de façon linéaire. Et en l'occurrence, évidemment, passer par ces pratiques avec, je dirais, toute la dimension symbolique qui est derrière, est quelque chose qui peut peut-être, d'un côté, paraître artificiel,
mais d'un autre côté est quand même aussi marqué par la réalité de la performance, je dirais l'engagement effectif de Beuys, je veux dire, courir quand même le risque déjà d'être avec un animal sauvage comme ça, et accepter pendant 3 jours de vivre cette expérience n'est quand même pas quelque chose de tout à fait commun, et quelque chose qui serait en fait un simple jeu symbolique gratuit finalement d'un artiste qui se mettrait dans une sorte de position de surplomb à l'égard en fait de problèmes à la fois historiques et éthiques majeurs. Une troisième œuvre de Beuys qu'il réalise vers la fin de sa vie et qui va justement montrer aussi l'évolution de son travail. Vous voyez, quand on prend cette performance avec le coyote, ou quand on prend aussi l'action à la Documenta de Cassel avec la pompe à miel, on est dans des choses où les pratiques, finalement, même si elles renvoient à des réalités historiques ou sociales, restaient encore sur un mode symbolique, quelque part, sur quelque chose qui était de l'ordre, finalement, on pourrait dire, d'un retrait à l'égard de la vie réelle. C'est-à-dire qu'il y a finalement un message qui est donné, quelque chose qui nous incite, évidemment, à penser, nous incite à réfléchir, nous incite peut-être à utiliser justement d'autres concepts, d'autres termes, d'autres modes que ceux du langage politique ou philosophique critique, etc. Mais quelque chose qui, en définitive, d'une certaine manière, ne sortait pas de la sphère ou du lieu de l'art, enfin des lieux institués de l'art. Et Beuys va aller plus loin en décidant finalement de pousser la sculpture sociale jusqu'au point où elle pourra avoir, quelque part, une réalité, une présence, un impact, une influence directement dans la société, dans l'environnement, dans la cité. Et c'est l'action qui va s'intituler 7000 chaînes, qui a commencé à la Documenta de Cassel, justement, en 83. On en voit là le début. Ce sont simplement des blocs de basalte qui, dans un premier temps, forment une installation dans le lieu de l'exposition. Et parallèlement, Beuys va se lancer dans une entreprise qui va consister à planter 7000 chênes à travers l'Allemagne. C'est le moment où Beuys, parallèlement, s'est engagé dans des actions militantes. Il est un des fondateurs, en fait, du Parti écologique des Verts en Allemagne, à la fin des années 70. Et il va justement orienter tout son travail artistique de manière à justement avoir quelque chose de l'ordre d'une présence et d'un impact qui ne soit pas celui que l'on a habituellement du sculpteur de la cité qui va placer ici ou là une sculpture, un monument, mais quelque chose qui aura directement un effet finalement sur l'environnement, sur le cadre de vie. Beuys lance une souscription parce que finalement planter 7000 chênes à travers l'Allemagne, ça a un coût. Et donc c'est à travers justement tout ce travail à la fois de défense de son projet, de rencontre avec d'un côté évidemment des financeurs, mais aussi justement une implication des gens, de la population. C'est dans bien des coins justement, ce sont aussi des associations, ce sont des citoyens, ce sont des amateurs d'art qui ne sont pas nécessairement des collectionneurs, qui vont finalement, chacun à leur niveau, contribuer à la réalisation du projet. Et donc on va trouver, que ce soit devant la Kunsthalle, que ce soit dans certains quartiers des villes, le long d'avenues, etc., des arbres, des chênes qui vont être, pendant plus de 4 années, plantés de manière plus ou moins épisodique. Quelquefois, effectivement, dans certains endroits, on a là, par exemple, une allée où, effectivement, il y avait, je crois, une quarantaine, une cinquantaine de chênes qui avaient été plantés. Dans d'autres endroits, beaucoup moins. Alors, vous voyez, ce qui signale d'ailleurs toujours ces chênes, c'est que
il y a toujours un bloc de basalte qui est enfoui, enfin à demi enfoui dans la terre, à côté du chêne, et qui signale donc le chêne comme relevant justement de cette action de Boyce. C'est d'ailleurs la dernière œuvre de Boyce qui sera achevée par son fils, puisque Boyce meurt en 86, et le dernier des 7000 chênes sera planté l'année suivante, en 1987. Chose intéressante aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est pas... Bon, Boyce, évidemment, a été celui qui est le créateur, on va dire, qui a impulsé l'idée, qui a mené le projet, qui lui a donné corps, mais ensuite, finalement, sa réalisation, en un sens, ne dépendait plus de lui. Il y avait quelque chose donc de l'ordre d'une transmission possible, quelque chose de l'ordre d'un relais qui donnait pour le coup tout son sens aussi à l'idée de sculpture sociale. Je reviendrai ensuite sur Boyce dans une comparaison qu'on pourra faire justement avec Opalka, mais auparavant, j'aimerais quand même évoquer un peu le travail et l'œuvre de Roman Opalka. Donc là, on est dans quelque chose qui est tout à fait autre. On a ici un fragment comme ça d'une exposition du travail d'Opalka. Quand on le regarde vite, on se dit, bon, d'accord, on a affaire à un peintre qui visiblement pratique les monochromes après Yves Klein, si ce n'est que ces monochromes, à lui, seraient gris ou seraient blancs. En réalité, ce ne sont pas des monochromes. Si l'on s'approche, on se rend compte qu'il s'agit en fait de tableaux, de grands tableaux, qui sont sur l'intégralité de la surface couverts de nombres, des nombres qui sont très petits, donc ça fait comme une sorte effectivement de trame qui couvre la totalité de la surface de la toile. Donc à distance, évidemment, on a l'impression d'avoir quelque chose d'uniforme. Quand on se rapproche, on se rend compte que ce sont des peintures qui sont sur la totalité de la surface. Il n'y a aucune marge, en fait, sur les bords du tableau. Ce sont des peintures qui sont entièrement couvertes de nombres. Et d'année en année, quand on regarde justement les expositions d'Opalka, on passe progressivement de tableaux qui étaient gris au départ, tout simplement parce que le fond était noir et les chiffres peints inscrits en blanc sur ce fond noir. Et d'année en année, les fonds s'éclaircissent. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle toile, Opalka a rajouté un peu de blanc dans le fond de la toile, enfin dans la peinture du fond, ce qui, au bout d'un moment, l'a amené à voir quelque chose qui, pratiquement, devenait du blanc sur blanc. Parallèlement à ça, dans les expositions, donc il y a les séries de tableaux, et il y a aussi des séries de photos, apparemment la même photo, la photo identique, autant de photos qu'il y a de tableaux. Donc là, on commence à se poser des questions en disant, bon, c'est pas du monochrome, c'est pas non plus de la peinture abstraite simplement, puisqu'en même temps, c'est plutôt une écriture plutôt qu'une peinture, et en même temps, on a cette espèce de vis-à-vis entre ces toiles peintes, couvertes de nombres, et ces portraits photographiques qui sont des autoportraits d'Opalka. Alors, que veut dire tout ça? C'est en fait tout un travail, une seule œuvre, qu'Opalka démarre en 1965 et qu'il va mener jusqu'à la fin de sa vie, donc de 1965 à 2011. Il décide, en 1965, de consacrer le reste de sa vie à faire des toiles qui seront toujours de la même taille, et qui seront couvertes de la suite des nombres entiers naturels. C'est la première toile, il commence par 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et il va poursuivre cette inscription des nombres jusqu'à ce qu'il ne soit plus en état de le faire. C'est-à-dire qu'il avait prévu que soit il mourrait, soit éventuellement il n'aurait plus été dans la capacité physique de continuer à peindre. En fait, il a peint jusqu'au bout,
Et donc, il a, jusqu'à son dernier jour, tenu le pinceau et continué à inscrire ces nombres. Pourquoi inscrire ces nombres? Tout simplement parce que c'était pour lui une façon d'indiquer, une façon de marquer l'écoulement irréversible du temps. Autrement dit, toute son œuvre est là simplement pour dire, pour signifier, pour donner à voir quelque part cette chose à la fois simple et terrible, qui est simplement l'écoulement d'une vie. Alors, c'est vrai que quand on le prend comme ça, on peut se dire, mais il y a quelque chose d'assez terrible dans cette histoire, quelque chose qui semble relever de l'obsession. Est-ce qu'on n'est pas face à un artiste quasi schizophrène qui finalement va comme ça de manière inlassable, répétitive, obsessionnelle, passer son temps à inscrire des nombres, donc apparemment en dehors en fait de toute activité intellectuelle ou artistique telle qu'on la conçoit ordinairement, quelque chose qui peut sembler absurde quelque part. D'autant que Opalka va se donner énormément de contraintes. Première contrainte, chaque soir, quand il a fini sa journée de travail, il se prend en photo devant la peinture en cours. Ça veut dire que donc, de 1965 jusqu'à son dernier jour, il aura chaque jour réalisé une photo de lui-même devant la peinture en cours, devant le détail en cours. Opalka appelle ces tableaux des détails. Et donc sur la photographie qui est faite se trouve inscrite la date et le nombre auquel Opalka s'est arrêté ce jour-là. Deuxième contrainte, Opalka ne peut pas quitter son atelier, il ne peut pas voyager tant qu'un détail n'est pas fini. La première œuvre, première peinture qu'il a faite, lui avait pris plus de 7 mois. Par la suite, évidemment, il avait fini par aller beaucoup plus vite et sur la fin de sa vie, 2 à 3 mois lui suffisaient pour remplir une toile de nombre. Il va ensuite aussi se rendre compte que, alors au début, les toiles n'étaient pas toutes forcément de la même taille. Certaines d'ailleurs n'avaient pas forcément des fonds noirs au départ. Il y en a une ou deux qui ont eu un fond rouge, un fond vert, etc. Très vite, il s'est rendu compte que pour que son propos soit cohérent, il était obligé d'arriver à une espèce de minimalisme finalement qui le forçait à définir et à maîtriser chacun des éléments, chacune des composantes du travail, de l'œuvre. Notamment, par exemple, une chose simple, il a compris que sur les photos aussi, il fallait qu'il ait toujours la même apparence quelque part, et il avait acheté tout un lot de chemises de manière à avoir toujours la même chemise de 1965 jusqu'à la fin de sa vie. À un moment, son appareil photo, par exemple, avait commencé à vieillir, il ne marchait plus très bien. Opalka avait voulu le changer, il s'est rendu compte que ce n'était pas possible. C'est que devait donc, pour le coup, intégrer aussi dans l'œuvre, dans le travail, non seulement son propre vieillissement, mais aussi, finalement, le vieillissement de son dispositif. Alors ça, c'est aussi une chose intéressante, c'est-à-dire que c'est, à la fois, on est face à quelque chose qui est au départ programmé, une sorte de système comme ça, de jeu programmatique assez lourd, assez contraignant, mais en même temps, ce dont on se rend compte, c'est que, au fur et à mesure, cette contrainte ou cette apparente absurdité d'une répétition obsessionnelle, progressivement, se charge de sens, se dote de signification, précisément parce que, alors que les choses semblent données et programmées, on a cette irruption du temps, on a cette irruption du réel, on a cette irruption de la vie qui va finalement, d'une certaine manière, donner, façonner le travail, façonner l'œuvre et au final inscrire justement tout cet écoulement de la vie. Et finalement, c'est comme
une sorte de vanité qui aurait demandé, pour se réaliser, finalement, pas loin de 50 ans, hein, entre le moment en 1965 où Opalka commence son œuvre et le moment où il la laisse définitivement inachevée. Vous allez me dire, où est l'engagement dans ça? On peut comprendre qu'il y ait quelque chose, effectivement, d'une vie mise au service de l'art, quelque chose qui, bon, évidemment, en un sens, impressionne, puisque c'est comme, effectivement, une espèce de sacrifice. Hein. Opalka lui-même parlait de son travail comme d'un suicide artistique, mais un sacrifice qu'il faudrait imaginer, paradoxalement, comme un sacrifice joyeux, comme quelque chose qui, en même temps, détache l'artiste de ce qui est, généralement, son obsession essentielle, à savoir le besoin du renouvellement, par crainte de se répéter. Là, la répétition, quelque part, ou du moins la reprise systématique des gestes, la reprise systématique et le développement systématique du processus est à la base même et la définition même de l'œuvre et de la pratique d'Opalka. Donc, cette question de la répétition ne se pose plus. Cette question de la perte de l'inspiration ne se pose plus. Et donc, il y a une sorte finalement de confort, une sorte d'équilibre, on pourrait presque dire, une sorte de sagesse qui s'instaure et qui en même temps va, pour Opalka, dans cette pratique, le libérer au niveau de son esprit et lui permettre d'aborder, d'appréhender toute la démarche à travers une réflexion sur le un, sur le nombre, sur la vie, sur la mort, et va le conduire à un positionnement qui est en fait assez exceptionnel. Je dis, Opalka est un artiste polonais, en fait, en même temps né en France. Il est né d'ailleurs en Picardie, il est né dans la Somme, à Honnecourt, en 1931. Enfant, il a vécu en France. Il est parti ensuite en Pologne après la Seconde Guerre mondiale. Il y est resté jusque dans le milieu des années 70, où il est ensuite revenu en France et il a poursuivi en fait son œuvre en France. Et c'est assez intéressant de prendre justement son œuvre avec cette position singulière qui est celle d'Opalka. En 1965, il met en œuvre ce grand œuvre, Opalka 1965, de 1 à l'infini, en Pologne, dans un pays socialiste où l'art officiel n'est pas du tout celui-là. On est évidemment dans des normes qui sont celles d'un art politique, du réalisme socialiste. Opalka choisit quelque chose qui n'est pas du tout cette voie-là, mais en même temps, il fait un choix artistique qui, d'une certaine manière, n'est pas non plus dans la logique et dans, je dirais, l'esthétique de l'art des pays occidentaux. C'est vrai qu'on pourrait penser à quelque chose, enfin à des pratiques qui sont celles du minimalisme ou celles de l'art conceptuel, mais on est en fait plutôt face à un processus où on est dans cette façon pour l'artiste de devenir l'officiant du rituel de son œuvre, du rituel effectivement de sa pratique. Donc quelque chose qui le place tout à fait à part et qui lui donne une singularité qui fait qu'on ne peut ni rattacher finalement cette œuvre réellement à l'art contemporain occidental, pas plus qu'on ne peut la rattacher à ce qu'a été effectivement l'art des pays socialistes. Et à travers ça, il y a peut-être finalement une forme de positionnement, une forme d'engagement, une forme de liberté qui se dit, qui, si on y réfléchit, va finalement assez loin. Finalement, que nous dit Opalka, c'est qu'il se place avant tout simplement en tant qu'humain, dans une position qui est simplement la sienne, en ayant finalement pour quelque part objet ou préoccupation
une chose qui est l'écoulement de sa vie, l'écoulement du temps de sa vie, et donc une œuvre qui est totalement orientée vers sa mort. Mais la mort, est-ce que ça n'est pas justement ce que, dans le monde contemporain, on cherche de plus en plus à occulter? Est-ce qu'au fond, à travers ça, Opalka ne nous donne pas quelque chose de l'ordre d'une leçon à la fois artistique et philosophique absolument majeure? Et en définitive, si l'on prend en compte ces deux formes d'engagement, celle d'Opalka, qui finalement, d'une certaine manière, conditionne et dédie toute sa vie à un projet artistique qui, en un sens, n'a pas d'autre finalité que lui-même, à ceci près quand même qu'il nous pose en même temps cette question essentielle, cette question existentielle que nous nous posons tous en tant que mortels, et à laquelle finalement il fait la démonstration d'une réponse qui s'instaure dans une espèce de sérénité tout à fait remarquable. Est-ce que nous ne sommes pas là aussi dans une force de l'art finalement, au-delà de la politicité qu'on peut très souvent ou qu'on a tendance à attendre, qui est au moins aussi exemplaire que celle d'un engagement tel que Joseph Beuys a pu, par ailleurs, d'une autre façon et avec d'autres moyens, nous faire la démonstration. Ça pourrait être justement peut-être l'objet d'un débat entre nous. Oui. Donc, sur cet étrange personnage, est-ce qu'il y a une part de mysticisme chez lui Non, pas du tout. Il n'y a absolument pas de mysticisme. Même s'il a évidemment une réflexion sur le nombre, ça n'est absolument pas d'un point de vue mystique. C'est bien justement dans un positionnement philosophique qu'il se place. À un moment, il se pose même la question de savoir dans quelle mesure ce travail n'est pas peut-être par des moyens justement non philosophiques de tenter une ouverture et peut-être de tenter une conciliation entre Héraclite et Parménide. C'est entre justement la philosophie du mouvement, du changement perpétuel et la philosophie de l'immobilité et du un. Une chose très importante, il commence justement à inscrire ces nombres en partant non pas du 0 mais du 1. Et le 1 est très important. Et chaque nouveau nombre qui est posé, c'est le précédent augmenté d'une unité. C'est donc une addition perpétuelle de 1, c'est-à-dire une addition perpétuelle finalement d'une sorte en fait de temps élémentaire et de gestes élémentaires qui finalement en fait peut déterminer la totalité de la pratique. Il n'y a rien de mystique vraiment. Et alors c'est vrai que quand on voit le travail comme ça, quand on voit tout le rituel, tout ce qu'il met en place, on peut vraiment avoir cette figure du fou obsessionnel. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu, parce que je suis pas très doué pour ça, télécharger. J'aurais bien aimé avoir une petite vidéo où on pouvait avoir notamment des interviews d'Opalka ou voir en fait des éléments de sa vie, etc. Il ne faut pas l'imaginer du tout comme un allumé austère, complètement en fait enfermé dans sa pratique, mais comme quelqu'un qui, au contraire, à partir de là, va développer une ouverture, une réflexion sur la vie, une réflexion sur le monde qui est assez étonnante. Et la personne elle-même
était vraiment, en fait, je dirais, d'une très très grande qualité humaine, et le traduisait. Et justement, tous ces éléments le conduisent en fait à mener une réflexion où il se pense à la fois en tant qu'individu, en tant que personne, mortelle, il se place devant ça, non pas comme quelque chose qui serait donc de l'ordre d'une peur ou d'une obsession à vaincre, mais bien comme aussi une très grande lucidité à l'égard en fait de son statut d'humain mortel, et en même temps une façon d'être dans une espèce d'indépendance, à la fois justement à l'égard de la peur, à la fois aussi à l'égard de tout le système de l'art, avec quelque chose qui, justement, va tout à fait à l'encontre de ce qu'on attend généralement de l'artiste, hein, où on lui demande toujours, effectivement, la créativité, le renouvellement, etc. Là, il s'inscrit dans quelque chose qui, d'une certaine manière, était au départ tout à fait inacceptable. Et c'est justement aussi, là, tout ce travail dans le temps, tout le travail dans la durée, qui fait que, en fin de compte, il s'impose. Il s'impose à partir de cette position tout à fait singulière. A-t-il écrit ? Alors, il a écrit, effectivement, et c'est assez intéressant parce que, justement, alors, il y a des textes qui sont simplement des réflexions, souvent très très fines, sur son travail. Par exemple, il met en évidence tout ce qui va relever de l'affect et de l'émotion dans un travail qui, a priori, semble être une espèce de développement comme ça, un mécanique de quelque chose. En fait, la simple application d'un dispositif et d'un processus qui aurait été programmé une fois pour toutes. Déjà, il y a le fait qu'il montre aussi, en fait, ses doutes, ses ajustements, etc. Et aussi des réflexions. Par exemple, il y a des moments qui, pour lui, ont été d'une intensité extrême. Par exemple, lorsqu'il est arrivé au nombre 1 million. Ensuite, il s'est intéressé au nombre 1 111 111. Il a calculé le temps qu'il lui faudrait pour aller de 1 111 111 à 22 222 122 de ça. Il s'est rendu compte d'une chose aussi à un moment, c'est qu'il n'arriverait jamais à 88 888 888. C'est-à-dire cet infini redressé 8 fois, pour faire en fait quelque part... Il recommençait chaque fois ces tableaux à 1. Ah non, il les poursuivait. C'est-à-dire que donc, chaque tableau, chaque détail, justement, est caractérisé par ça, c'est-à-dire que le titre de chaque détail, c'est le premier nombre porté en haut à gauche et le dernier en bas à droite. Hein, donc tout est rempli. Donc le premier, s'il va de 1 à, je ne sais plus, c'est 17 000 et quelque chose comme ça. Voilà. Et alors, il se passe des choses. Il y a des fois où il se trompe. Ça pouvait lui arriver de se tromper, par exemple. Alors, il se trompe. Soit il s'en rend compte tout de suite, il n'enlève pas le nombre qui est faux, mais il le reprend à partir du dernier nombre qui était juste. Mais il est arrivé quelquefois de se rendre compte, plusieurs semaines ou plusieurs mois après, qu'il s'est trompé dans un détail. Et il reprend, donc, à partir de l'endroit où il s'est trompé. C'est-à-dire donc, il perd de l'avancée. Et tout ça, évidemment, contribue aussi, à la fois quelque part d'une exigence, d'une éthique, mais en même temps introduit finalement du vivant et de l'émotion dans quelque chose qui, a priori, semble quand même particulièrement froid et particulièrement, effectivement, sans... Oui. Il vit de quoi? Alors, dans un premier temps, avant d'entreprendre ça, il avait une certaine notoriété en tant que graveur. Donc pendant très longtemps, ce qui lui a permis de vivre, c'était les gravures qu'il avait encore et qu'il écoulait sur le marché. Pendant au moins une bonne quinzaine d'années, personne ne voulait de ces détails, de ces peintures. Et au bout d'un moment, parce que tout le monde était persuadé qu'il n'allait pas poursuivre, ça a commencé vraiment à devenir quelque chose qui a été pris en compte à la fois par les collectionneurs, par les théoriciens de l'art, les critiques, etc., à partir du moment où, d'une certaine manière, il avait déjà fait une bonne partie de son temps. C'est-à-dire que là aussi, en fait, cette obstination, c'est quelque part cette détermination à poursuivre,
est devenu quelque chose d'exemplaire. Il a cessé d'être perçu comme une espèce de farfelu ou de fou furieux qui s'était lancé dans quelque chose sans avenir. Et à partir du moment où il a, par contre, commencé, évidemment, à intéresser les collectionneurs, évidemment, le marché de l'art s'est intéressé à lui, et il a acquis une réputation d'artiste international, avec donc, pour le coup, aussi le confort financier qui va avec. J'ai bien dit, Beuys comme Opalka sont vraiment deux grandes figures de l'art de la seconde moitié du XXe siècle. Vraiment deux artistes majeurs extrêmement cotés. Ça allait très loin d'ailleurs, parce que chez Opalka, il y avait bien des collectionneurs qui lui avaient proposé des sommes absolument faramineuses pour acquérir le tout dernier détail. Celui qui ne serait pas achevé parce qu'il aurait été interrompu par la mort de l'artiste. Et Opalka a résisté. On lui a proposé de véritables fortunes. Alors bon, il avait les moyens, quelque part, d'un côté, mais de l'autre côté, ça montre bien aussi, pour le coup, toute une détermination, tous des enjeux, toute une manière d'être. Il n'a pas refusé en même temps, à un moment donné, d'entrer dans le système de l'art. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on pourrait dire, si on veut être dans une rigueur éthique, etc., peut-être aurait-il dû mourir de faim. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que même, il n'a jamais dévié de ça. Et même lorsque, justement, des possibilités de spéculation s'installaient dans lesquelles il aurait pu rentrer, il avait aussi, en fait, cette rigueur et cette façon, finalement, de résister, qui était en même temps une façon de montrer des choses. C'est-à-dire, à travers ça, finalement, quand on prend l'ensemble, quand on regarde, en fait, toute l'histoire, tous les rapports qu'il a pu avoir avec les institutions, avec les collectionneurs, etc., c'est intéressant. C'est-à-dire que ça révèle, bon, non seulement quelque chose qui est à la fois une personnalité, comme ça, extrêmement forte, ça nous remet face à quelque chose qui nous rappelle aussi que, en définitive, si on repense à la peinture et si on repense au portrait, dans la définition qu'on donne au XVIIe siècle, le portrait, c'est la chose qui se fait en absence. C'est-à-dire que le portrait est quelque chose qui a à voir avec la mort dans la représentation. Et quelque part, Opalka nous remet aussi devant ça. Donc, loin d'être simplement, justement, un jeu obsessionnel, finalement, quand on commence à rentrer dedans, à prendre tout ça en compte, on se rend compte que ce sont des questions vraiment majeures et fondamentales qui sont posées. Son œuvre se monte à combien de détails? Ça, je suis incapable de te dire. Je n'ai pas eu, en fait, la curiosité comptable. On doit certainement pouvoir trouver ça si on... 2 à 4 par an, quoi. Oui, à peu près. Donc voilà, à peu près 2 à 4 par an. Donc si on compte sur pratiquement une cinquantaine d'années, ça fait de l'ordre de 200 détails à peu près. Et je pense que c'est intéressant de voir sur place, parce qu'on voit les rides qui s'installent progressivement, et donc le visage qui change, et les traits qui sont... Oui, ben, là, on le voit. Alors évidemment, là, on a le raccourci quelque part. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, quand on voit, disons, une exposition d'une séquence, je peux revenir. Tu as un détail. Ah, Mais alors, chaque détail est exposé avec la photo qui correspond Alors, non, puisque chaque détail, c'est plein de photos. S'il met plusieurs mois à faire le détail et qu'il y a une photo par jour, ça fait énormément de photos. Donc là, il est sélectionné. Alors, il y a... Oui, voilà, quand on voit comme ça, effectivement, à première vue, les portraits sont identiques. Mais quand on regarde, on va pouvoir voir quelquefois des changements infimes. Il faisait en sorte d'avoir toujours la même expression absolument neutre. Mais lui-même disait, quand il regardait les photographies, et puis comme chaque fois la date est marquée, il pouvait se rappeler effectivement quand la photo avait été faite, il se rendait compte que quelquefois, presque rien de tout petits détails était là pour signaler finalement aussi une journée qui avait été particulièrement heureuse, une journée au contraire où il avait pu y avoir quelque chose de très dur, très lourd en fait, qui s'était posé, qu'il ne va pas donner de façon expressive, mais qui, peut-être par une ride, par un regard un peu différent, par des choses justement se dit. Et donc, tout est dans ce jeu aussi, dans cette subtilité, cette approche en fait qui doit être extrêmement attentive finalement à la moindre chose. Ça aussi, je veux dire, dans un monde où on est dans la vitesse, où on est dans, je dirais, le rendement, etc., il nous donne là aussi, en fait, quelque part, une très belle leçon de mise à distance. et justement, son travail, il est aux 35 heures. Ça n'a pas de sens, 35 heures. C'est-à-dire qu'il est, en tout cas, assigné à résidence tant qu'un détail n'est pas fini. Quand il a commencé un détail, il ne peut pas voyager parce qu'il s'impose
chaque jour de travailler. Alors ça peut être une journée complète, quelquefois ça peut être 1 heure ou 2, enfin peu importe. Mais en tout cas, il ne peut pas rester une journée sans travailler sur les détails en cours. Ce n'est que lorsque le détail est achevé qu'il peut voyager. Alors ça peut être des vacances, ça peut être aussi des expéditions quelque part, ou choses comme ça. Quelquefois, ça lui posait des problèmes d'ailleurs. C'est-à-dire, effectivement, il avait une expédition programmée, mais il fallait absolument qu'il termine le détail en cours avant de pouvoir s'occuper de son expo, enfin d'aller l'installer et puis d'être sur place, etc. Artiste international qui plus est, donc sollicité. Hein, l'expo, elle pouvait être à Paris ou à New York ou à Berlin. Ou... voilà. Et lorsqu'il se déplaçait, est-ce qu'il continuait à son... Comment? Lorsqu'il se déplaçait, est-ce qu'il... Alors, quand il se déplaçait, c'est vrai que j'ai pas tout dit parce que si je dois évoquer la totalité du travail d'Opalka, on y passe la nuit. Hein. Mais donc, quand il se déplaçait, il continuait sur ce qu'il appelait des cartes de voyage. Donc, c'était des cartons de Bristol d'à peu près cette dimension-là, et avec donc comment ça s'appelle, un stylo extrêmement fin, il continue à inscrire. Donc cette fois-ci, en noir sur blanc, la suite des nombres. Alors par contre, il n'était pas obligé de terminer sa carte de voyage ou sa série de cartes de voyage avant de rentrer chez lui. S'il rentrait chez lui, s'il y avait une carte qui n'était pas finie, il l'achevait et il commençait ensuite donc le nouveau détail. Ça, il l'a fait pendant une vingtaine d'années. Ensuite, il avait laissé tomber, par contre, ses cartes de voyage par la suite. Quelle est la taille des chiffres? Alors, c'est vraiment très très petit, parce qu'il peignait avec un pinceau numéro 0, c'est le plus petit pinceau qui existe. Autrement dit, ça doit faire à peu près, les chiffres font à peu près 2 mm de haut, à peine. C'est vraiment tout petit. À la fin, il ne voyait plus, puisqu'il venait à quelque chose qui était blanc sur blanc. Au bout d'un moment, donc, il avait même du mal, quand la peinture est séchée, du mal à voir en fait les nombres qui étaient inscrits. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, il avait ajouté au dispositif un magnétophone et il énonçait à haute voix, en polonais, les nombres qu'il inscrivait. Ce qui lui permettait, donc, le lendemain, quand il reprenait, il lui suffisait d'écouter la bande, et donc le dernier nombre énoncé lui permettait de savoir où il en était, puisque le nombre lui-même n'était pas toujours lisible. Et sa vie amoureuse, c'était quoi? Ah, une vie amoureuse bien remplie. Alors justement, c'est ça, c'est-à-dire que quand on voit le travail, évidemment, on a l'impression d'une espèce d'ascète, alors que pas du tout. Je veux dire, c'est quelqu'un qui vivait parfaitement bien, et qui était quelqu'un de, par ailleurs, tout à fait ordinaire, enfin, je veux dire, normal dans la vie. Il ne faudrait pas le voir comme l'artiste totalement obsédé par l'œuvre et totalement enfermé dans ça. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est cette espèce de paradoxe apparent entre l'image qui est donnée à travers l'œuvre et en même temps, en fait, la réalité humaine qui était la sienne, quelqu'un d'extrêmement vivant. On le voit à travers les écrits, on le voit à travers les amis qu'il pouvait avoir, en fait, à travers ce qu'aussi sa femme pouvait dire, en fait, de leur vie, de leur relation, etc. C'est pour ça que je reviens à ma question dans 35 heures. C'est-à-dire, il travaillait combien de temps dans la journée? Comme je t'ai dit, ça dépendait des fois. C'est-à-dire que quelquefois, il pouvait ne travailler éventuellement qu'1 heure ou 2, quelquefois passer toute une journée à travailler. Ça dépend. S'il était par exemple sur un détail qui devait être achevé parce qu'il avait une échéance, là évidemment, il fallait qu'il produise quelque part suffisamment pour que les détails soient achevés au moment où il devait quitter son atelier, enfin quitter sa maison. Par contre, quelquefois, il pouvait se laisser aussi la liberté d'avoir une journée quasi complète, en consacrant juste 1 heure ou 2 à poursuivre le détail et après passer à d'autres choses. Il ne faut pas le voir comme quelqu'un qui est enchaîné à son travail, et qui du matin au soir est dans cette espèce d'obsession qui l'aurait cérébralement vidé. Non, pas du tout. Non, enchaîné à la journée, d'accord. À l'heure, non. Enchaîné à la journée, oui. Oui. Par rapport à la façon d'exposer ces détails-là, Oui.
est-ce que ça a du sens de n'exposer qu'un détail? Alors, c'est pas un détail, c'est une série, généralement. C'est-à-dire que voilà. c'est une série, voilà. C'est une série qui est toujours exposée, d'ailleurs, de la même façon. C'est-à-dire, c'est aligné, donc, dans la suite numérique, avec en même temps... Alors, par exemple, c'est aussi une chose que je n'ai pas dite. Les toiles avaient toujours la même taille, et cette taille était très exactement déterminée par la taille même d'Opalka. C'est-à-dire que la largeur de la toile, c'est la largeur de ses bras ouverts, et la hauteur, c'est la hauteur de sa main. Voilà. Et entre les toiles, c'était toujours la largeur de la main qui séparait un détail de l'autre. Alors, ça veut dire que les gens qui ont acquis des toiles, ils en ont forcément acquis des séries ou... Alors, là, ça dépend des collectionneurs. C'est vrai qu'il n'a pas fait ce qu'avait fait un artiste situationniste comme Pino Galizio, qui, justement, pour contrarier le marché de l'art, faisait des peintures au kilomètre. Dans un premier temps, il les vendait au mètre, d'ailleurs, comme de la toile peinte. Quand il a vu, en fait, que des collectionneurs trichaient et achetaient, en fait, des rouleaux entiers, donc pour avoir des peintures qui ne sont pas fragmentées, il s'était mis à faire des rouleaux, en fait, de plusieurs centaines de mètres pour rendre impossible, en fait, à un collectionneur l'achat d'une seule pièce. Opalka, apparemment, n'a pas pratiqué comme ça. Enfin, il n'a pas imposé des choses sur le fait de dire... Il y a toute une série, par exemple, quand il exposait, ça ne voulait pas dire qu'il attendait à ce qu'il y ait un collectionneur qui achète l'ensemble de la série exposée. Oui, ma question portait sur cette attention particulière qu'il donnait à la contrainte, aux contraintes. Oui. Et je voulais savoir s'il avait entretenu des relations avec des artistes qui, dans un autre domaine, celui de la littérature, avaient eu cette même attention à la contrainte. Je pense Loulipo, à par Loulipo, exemple. exactement. Oui. D'autant plus que ce sont des expériences pratiquement contemporaines, puisque c'est aussi au début des années 60 que... Oui, alors, sauf que dans les années 60, Opalka est en Pologne, il est très isolé. Hein, donc, je n'ai jamais rien lu dans ses écrits qui ait fait référence à Loulipo. Dans Loulipo, enfin bon, on a quand même quelque chose qui, finalement, met avant tout en avant une sorte de principe formel, c'est effectivement un jeu opératoire qui est que la contrainte va jouer, effectivement, conditionner l'écriture. Alors que là, ici, la contrainte est là pour mettre parfaitement en évidence et ramener le tout à l'essentiel, qui est l'unité du travail, et donc, justement, un travail dont la signification réside pour l'essentiel dans cette chose. Il s'agit de peindre l'écoulement d'une vie. Hein, donc, finalement, il y a des contraintes aussi, mais elles n'ont pas du tout la même signification. Non, non, pas du tout. Alors, j'avais une deuxième question, plutôt une demande de précision, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, cette fois à propos de Beuys. Oui. C'est le lien qu'il y a entre les AG permanents qu'il organisait et le miel qui circule dans les... Alors, s'il y a un lien, il y en a un absolument. C'est-à-dire que finalement, ce miel qui circule, c'est la vie qui circule à travers, en fait, la Kunsthalle, hein, donc l'exposition de la Documenta. De même que cette vie et cette sculpture s'expriment aussi à travers les débats permanents qui se passent pendant les 100 jours de la Documenta. Beuys et Opalka, oui, nécessairement, puisque, enfin, en tout cas, à partir des années 80, ils ont pu se retrouver dans des grandes manifestations internationales. Après, il n'y a pas eu apparemment, en fait, en même temps, de contact ou de relation particulière entre eux. Hein. Mais ils se connaissaient nécessairement, disons, en tant que collègues, si j'ose dire, ils se connaissaient nécessairement. Mais j'ai jamais vu, par exemple, d'échanges épistolaires entre eux ou de choses de ce genre, où ils se sont nécessairement rencontrés puisque les deux se sont retrouvés notamment au moins une fois à la Documenta et puis dans plusieurs grandes manifestations à la Biennale de Venise aussi, etc. Quel était le format des portraits? Quel est le format des portraits?
Les portraits, c'est à peu près un format A3. Enfin, en gros, de toute façon, le visage est pris de manière à être à l'échelle 1. Et quel est le point de départ? Alors, le point de départ, comme je dis, il est un héritier des avant-gardes formalistes de la période 1910-1920. C'est-à-dire effectivement toute cette peinture abstraite géométrique qui se met en place, notamment avec Malevich en Russie, et avec en Pologne un artiste qui est Stremiński, qui va développer ce qu'il appelle l'unisme, qui est justement en fait une conception, on peut dire, pré-minimaliste de la peinture. C'est-à-dire donc des toiles généralement, avec des motifs géométriques très sobres, des choses qui vont jouer sur le rythme, etc. Hein? Il peint avant ça? Non, Stremiński, donc, c'est un artiste, si tu veux, Opalka. qui va inspirer Opalka. Donc, Opalka va être inspiré par Stremiński, Avant les détails, est-ce qu'il peint? Il est graveur, j'ai dit, il était graveur, il faisait des gravures. Alors, par contre, beaucoup de gravures où il représentait des foules, donc des personnages, les uns à côté des autres, et donc, pour le coup, de quelque chose qui devenait comme une espèce de remplissage pointilliste de la surface de la gravure, du dessin. Et ensuite, il a peint aussi des séries, enfin, il a commencé par des séries de peintures qui étaient justement des juxtapositions de touches aussi. Mais justement, ça ne le satisfaisait pas parce que on pouvait en quelque sorte les lire dans tous les sens. Il n'y avait pas d'ordre, il y avait quelque chose un peu de l'ordre d'un remplissage aléatoire, finalement, même s'il pouvait être un peu systématisé, de la toile. Et à un moment, il a justement cette, comme il dit lui-même, cette eureka, hein, cette révélation, ce déclic qui se fait, de dire, mais justement, je suis dans des choses où finalement je couvre la surface, alors soit de la plaque de gravure ou de la toile, avec des unités minimales qui finissent en fait par remplir totalement la surface de représentation. Il a cette idée donc de commencer à inscrire les nombres. Et il cherchait en fait cette question en fait du temps, de la temporalité, quelque chose qui était en fait une question qu'il se posait depuis déjà un certain temps. Et à un moment donné, il trouve la réponse dans le fait de peindre finalement la suite des nombres naturels. Et en même temps, c'est ambigu puisqu'il parle lui-même de suicide artistique. Alors, donc, oui, il parle de suicide artistique parce qu'effectivement, si tu veux, il y a... Alors, il faudrait l'imaginer comme un suicide joyeux, quelque part. Comme quelque chose qui... Alors, est de fait un suicide, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il renonce à la peinture, il renonce à toute autre création, à toute autre recherche que celle-là. Et je pense que les propos, d'ailleurs, il tient beaucoup ses propos, suicide artistique, plutôt dans la fin des années 60, jusqu'au début des années 70, il en parle comme ça. Après, il n'en parle plus de cette manière. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure aussi qu'il avance, en même temps, il y a des choses qui se creusent, qui s'approfondissent, il y a du sens, en fait, qui se met en place, il y a quelque chose qui, à travers ça, devient sa vie aussi. C'est-à-dire, ça n'est plus simplement la représentation de l'écoulement de sa vie, ça devient aussi sa vie. Encore une fois, pas une vie réduite à ça, bien sûr, mais une chose à travers laquelle, finalement, il va trouver du sens, il va... Pourquoi tu ne dis pas réduite à ça? Ben, sa vie n'est pas réduite juste au fait d'être dans ce travail de... Ça devient sa seule activité. Non, ça n'est pas sa seule activité. À côté aussi, il vit, il rencontre des personnes, il a aussi toute une vie à côté. Encore une fois, il ne faut pas l'imaginer comme l'artiste reclus dans son atelier qui ne serait que... Comme se regardant régulièrement aussi lui-même tous les jours. Oui, se regardant en permanence. Dans un sens... Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il se voit. Dans un sens, effectivement, on pourrait très bien penser le dispositif comme un miroir. Oui. Comme un miroir enregistreur. Oui. Absolument. C'est vrai que là, à partir de là, tu commences probablement à voir quelque chose que tu ne vois pas habituellement. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est un travail magnifique. Ah oui. Parce que c'est vrai qu'il est dans l'acceptation de la vie, de sa fin. Et justement, je veux dire, là, dans un monde où on a tendance à occulter la mort, il nous remet devant, il nous le rappelle, et non pas
justement, en fait, de manière inquiète, de manière obsessionnelle, mais comme, justement, quelque chose qui est, finalement, notre réalité de mortel, que nous pouvons effectivement tout à fait accepter et installer, justement. Il a voulu l'accepter. Ça a été son choix. C'est une question de choix. Non, mais je veux dire, lui, en tout cas, lui, si tu veux, je trouve, est de ce point de vue-là quand même intéressant et en un sens exemplaire. Est-ce qu'il a eu une fonction d'enseignant ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Il est vraiment toujours resté justement dans ce. Il n'a pas transmis, il n'a pas. Mais c'est pas transmissible en fin de compte. non, mais Je crois que justement. Ça n'aurait pas de sens, effectivement. non, mais S'il continue à écrire à la suite de ce qu'il a écrit, c'est transmissible. non, mais c'est complètement. Oui, on peut. Pourquoi pas que quelqu'un prenne le flambeau? Je sais pas. Je veux dire, en même temps, c'est finalement tellement, si tu veux, c'est tellement lié à lui en même temps. Non, puis lié aussi au fait qu'à un moment donné, ça lui a permis de vendre. Je pense que ça va au-delà. Ça va. Je pense que ça va vraiment au-delà. Non, non, ça va au-delà. Ah non, non, ça va au-delà. Attends, te regardant. Tu penses, mais tu n'as pas la réponse. Non, non, Nous mais n'avons pas la réponse. oui, mais par contre, je m'imagine en train d'accepter de me regarder comme ça, progressivement. Mourir. Ben oui, c'est magnifique. Mais tu vois, Henri, il y a quand même une chose qu'on peut dire, c'est qu'on est à l'époque, donc dans les années, enfin bon, au milieu des années 60, pratiquement jusqu'au milieu, voire la fin des années 70, il ne vend pas. Or, quand tu penses à ce qu'est le marché de l'art à l'époque, où justement les carrières se font déjà en fait rapidement, etc., quelque part, il est complètement en fait anachronique de ce point de vue-là. Ben, il ne vend pas parce qu'il a des réserves. Il a des réserves à côté, ben Voilà. oui, bon. Et- Mais encore une fois, il a pu faire la jointure entre la fin de ses réserves et Et le le début mo- non, oui. faut pas non plus. ça aurait pu que pas. Tant mieux. oui, mais ça aurait pu ne pas marcher aussi. Oui. Bon, Absolument, ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais on n'a pas la réponse puisqu'il a eu. oui. Peut-être que si ça n'avait pas marché, on ne le connaîtrait peut-être pas, il aurait peut-être évolué. Absolument. Absolument. Puis ça ne l'aurait peut-être pas amené à une réflexion. Et ça ne nous aurait peut-être pas amené non plus à une réflexion. Si ça marche, c'est que ça nous amène à une réflexion. Si ça a mis 15 Oui, ans mais avant de parce qu'il y a- fonctionner, parce que c'est qu'il y a c'est une un réflexion qui inconnu. s'est inscrite aussi. Oui, mais il aurait pu rester totalement inconnu. C'est vrai. S'il ne l'est pas resté, Alors, je pense que justement, ça inscrit. En même temps, non, parce qu'il avait quand même déjà une réputation en tant que graveur. C'est-à-dire qu'il était quand même déjà inscrit hein, je veux dire, dans le système de l'art, quelque part. C'était un graveur reconnu. C'est la métamorphose du graveur. Voilà, on peut le, En même temps, on il a pourrait le accepté penser. quand même le tout pour le tout. C'est-à-dire Ah, de ah, laisser tout à tomber la fait. gravure pour un travail, Tout à fait. pour un autre travail dont on ne sait pas du tout, dont il ne savait pas ce qu'il est. Bon, et d'ailleurs, il faut l'imaginer, en fait, totalement isolé en Pologne, commençant à faire ça, d'ailleurs, traité par tous les gens qu'il connaissait, traité de fou, parce qu'au départ, en fait, ça l'a coupé aussi. Il y a eu un moment où il s'est retrouvé tout à fait, en fait, coupé aussi du petit milieu de l'art polonais, etc. Et il n'avait pas plus d'ouverture, en fait, sur les circuits occidentaux de l'art. Donc il y a quand même ça aussi. Enfin, il y a derrière vraiment une mise à l'épreuve. Et c'est bien justement aussi, je pense, parce qu'il y a eu cette capacité pour lui à tenir cette épreuve sur quand même en fait plus de 10 ans, qu'il y a eu la reconnaissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, forcément, les gens qui ont commencé à se dire... Bon, il a exposé. Comment? Pendant ces 10 ans, il a Non. exposé. Non, personne n'en voulait. Mais il a été Ce qui pouvait être comment exposé, c'était ses gravures, etc. Mais ce travail-là, Il a été connu comment? alors je ne sais plus quel est le critique ou théoricien qui a commencé à s'intéresser à lui. Ça, j'ai plus le souvenir. Mais ça a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux, il y a 1, 2, 3 personnes qui commencent à s'y intéresser. Comme c'est des personnes qui ont une influence dans le milieu de l'art, après, évidemment, c'est très simple. D'autant que c'était un nom déjà connu, puisque on connaissait le graveur Roman Opalka, mort en 1965.
Et puisqu'il avait une vie normale, que faisait sa compagne ou son épouse ou est-ce qu'elle était artiste? Non, non, elle n'était pas artiste. Non. Après, je ne connais pas non plus tout de leur vie intime, mais voilà. Ils ont eu des enfants? Alors, il a eu 2 femmes, en fait. Il était marié une première fois en Pologne, et il a quitté la Pologne lorsqu'il s'est séparé de sa première femme, et il a donc rencontré quelqu'un ensuite en France avec qui il s'est marié, et avec qui il a fini sa vie. Donc, voilà. Pas d'enfants? Non, apparemment, à ma connaissance, pas d'enfants. C'est-à-dire qu'il a eu le graveur a une femme et le détailliste en a eu une autre. Le graveur et le détailliste des débuts a une femme, puis une autre. Les chiffres ni les rides. Oui. Et justement, puisqu'il est beaucoup question de nombre, d'une part, est-ce qu'on sait pourquoi Beuys, lui, a fixé le nombre de 7000 pour planter des chênes? D'autre part, est-ce qu'il a mis un veto à ce qu'on en plante davantage, puisqu'apparemment, il n'avait pas achevé sa tâche à sa mort, c'est son fils qui l'a poursuivi. Est-ce qu'il avait imposé qu'on arrête un peu, parce qu'on aurait pu imaginer que ça se poursuive. Alors, il y a toujours une dimension symbolique chez Beuys. Donc, 7000, 7 fois 1000, je pense qu'il était sensible aussi à l'écho qu'il pouvait y avoir comme ça dans l'idée de ce nombre-là. Oui, certainement. En même temps, je ne vois pas à quoi le rattacher. Il n'y a pas de signification, par exemple, biblique ou théologique. Non. D'ailleurs, ça m'aurait étonné de sa part. Oui. Non, il y avait... C'est considéré comme un synonyme d'éternité en écriture populaire. C'est pour ça qu'on trouve plein de choses. Avec le chien. Oui, c'est C'est pas ça, alors. l'immortalité. Dans la culture populaire. Pas si. Et la mortalité. Et puis le chêne, alors aussi, quel symbole. En fait, il va Oui, aussi, évidemment. C'est pas n'importe quel arbre. Non. Non, mais tous les matériaux, tout ce que prend Beuys toujours, est toujours très, très chargé symboliquement. Encore une fois, soit rattaché à sa propre histoire, soit des choses qui ont valeur quasi archétypale.